Chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans La Méridienne, l'émission de médiation culturelle et scientifique de Radio Campus Tours. Aujourd'hui, avec moi dans cette émission, deux doctorants qui travaillent autour de la radio. J'ai donc le plaisir de recevoir Laura Frémy. Bonjour Laura Frémy. Bonjour. Bonjour. Et je reçois également Kodjo Atassé Koulété. Bonjour. Bonjour Mélissa et bonjour aux auditeurs également. Voilà, chers auditeurs qui nous suivez sur les ondes de Radio Campus Tours et dans le monde entier, bien sûr, via les internets. Alors, Laura Frémy, je me tourne vers vous et je vais demander, si vous le voulez bien, de présenter votre thèse pour nos auditeurs étudiants qui ne sont peut-être pas familiers des questions de recherche. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis présente aujourd'hui, j'imagine. Donc moi, ma thèse, je l'ai intitulée comme ça. Elle s'intitule « Une radioscopie des ondes, figure et style des grandes voix de la radio ». Et en fait, cette thèse que je poursuis, elle est née d'une locution métonymique que j'ai fréquemment entendue dans le champ professionnel de la radio, c'est-à-dire autant sur la bouche de producteurs, de chroniqueurs, de journalistes et de techniciens du son. Donc vous l'aurez compris, il s'agit de la locution grande voix de la radio. Et en fait, en cherchant un peu et en interrogeant les professionnels, je me suis rendu compte que son usage actuel recouvrait deux caractéristiques principales. La première, c'est une caractéristique qui est phonostylistique et rhétorique. C'est-à-dire qu'en fait, sur les ondes, les grandes voix de la radio auraient un grain particulier, une couleur, une signature, une empreinte vocale immédiatement reconnaissable, mais aussi une personnalité captivante sur les ondes qui peut relever à la fois de la culture, c'est-à-dire on disait de Pierre Bouteiller qu'il était un passeur de culture, ou bien ça peut relever de la posture, c'est-à-dire un ethos, une façon de se comporter sur les ondes qui va un petit peu sortir des sentiers battus médiatiques traditionnels. Par exemple, on disait de Jacques Sansel qu'il officie au sein de ses radioscopies tel un curé. Et donc, en poursuivant un petit peu mon enquête, surtout sur Gallica, je me suis aperçue que ce leitmotiv n'était pas qu'une métaphore et que, en fait, ce terme grande voix s'était construit à la fois historiquement et médiatiquement, c'est-à-dire qu'à l'échelle des siècles, surtout au 19e, cette étiquette va se forger et se cristalliser grâce en fait au concours de l'essor de l'art lyrique et aussi de la presse de critique musicale qui va naître et qui va lui être concomitante et qui va forger en fait cette étiquette à destination de chanteurs, c'est-à-dire de divas et de divos italiens qui sont maîtres dans l'art du bel canto, c'est-à-dire une technique de chant qui associe une certaine virtuosité vocale à l'amplitude sonore mais aussi à la beauté du son. Et dès la naissance de la radio, on le sait, la radio va diffuser ces grandes voix et par un effet d'appropriation culturelle dont j'avoue encore un petit peu ignorer toutes les rouages et la médiation, les grandes voix qui ont été diffusées à la radio sont devenues des grandes voix de la radio. Je me suis rendu compte aussi que cette construction historique l'était pour ce que l'histoire impose de mémoire, c'est-à-dire que les grandes voix de la radio sont devenues a posteriori le synonyme d'un âge d'or de la radio, le support d'émissions pérennes qui ont en fait résisté à la marche inexorable du temps grâce à l'essor de voix mémorables et qui vont venir briser la logique d'instantanéité de l'information. Et dans mon approche, en fait, j'essaye de ne pas oublier l'apport des techniques vocales dans cette construction, c'est-à-dire que pour moi, la radio, techniquement, elle appuie autant les postures, c'est-à-dire d'un point de vue rhétorique, en justement renforçant le pouvoir acousmatique de la voix et en jouant d'effets de présence, mais elle peut aussi jouer d'effets de style, donc dans la stylistique, que ce soit à la fois en amont de la production avec des techniques d'enregistrement, de mixage, de montage, mais aussi en aval de la diffusion. On sait que ça ne rend pas de la même façon que quand c'est diffusé sur un transistor ou bien sur un smartphone et avec toutes les techniques actuelles aujourd'hui. Donc voilà. Et puis il ne faudrait pas oublier que derrière la radio se cachent aussi des hommes et des femmes, des directeurs et directrices d'antenne qui vont en fait imposer certains dogmes à la radio. Donc j'en cite par exemple naturalité reconstituée, équilibre sonore des graves et des aigus, netteté des transitoires, polyphonie vocale, etc. Mais la radio aussi impose certains rejets. Elle gomme les bruits, elle élude les silences, elle lisse les accents, elle rejette aussi parfois les voix de soprane et celles des minorités ethniques. Donc autant de choix qui sont orientés et qui font de la radio une matrice de voix du matin, voix du soir, ou bien grande voix. C'est un peu le prisme de ma thèse, j'essaye de m'interroger comment en fait on forge une grande voix de la radio. Et donc ça c'était le contexte, mais pour reprendre en fait ma thèse, ce que j'essaye de faire, c'est j'essaye de retracer la façon dont certains journalistes deviennent des figures emblématiques, des figures un peu tutélaires de la chaîne où ils interviennent.
c'est-à-dire des grandes voix, à travers l'empreinte singulière de leur timbre sonore. Et donc, comme je le disais, je me répète un petit peu, mais j'envisage à la fois le processus technique qu'il y a derrière et les aspects historiques qui vont venir transformer les modes de médiation du son, ainsi que la valeur esthétique qui permet de définir des phonostyles. J'ai une démarche qui est un peu pluridisciplinaire, c'est-à-dire que je convoque les appareils conceptuels des sciences de l'information et de la communication, mais aussi ceux des lettres, de l'histoire et de la phonostylistique. Généralement, je double ma thèse d'enquête de terrain, c'est-à-dire que je mène pas mal de stages à Radio France et aussi en cours de journalisme au CELSA Radio. J'interroge en ce moment des journalistes, des techniciens du son, des producteurs aussi, pour en savoir un petit peu plus. J'ai pour l'instant un corpus qui n'est pas encore arrêté, mais qui essaye de se construire selon une perspective historique, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est de percevoir comment, au-delà d'une voix strictement individuelle, des styles d'époque radiophoniques peuvent se constituer. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'avec les évolutions techniques, la voix de radio a changé de style d'époque en époque, c'est-à-dire qu'on sent bien qu'à partir des années 50, la voix qui était très théâtrale, dans un style très solennel et déclamatoire, a complètement changé aujourd'hui. Dans les années 1971, elle est devenue aussi beaucoup plus mielleuse. On appelait ça la voix de velours des confesseurs radiophoniques tels que Jacques Chancel, Macha Béranger, etc. Ensuite, il y a eu aussi en 1971 la création de FIB qui va féminiser les ondes et qui va aussi changer le style de la voix féminine, notamment à la radio. Enfin voilà, j'ai d'autres exemples à vous citer, mais on sent bien que d'époque en époque et selon les changements de technique aussi, la voix change de style. Et donc c'est pour couvrir toutes ces influences que j'essaye d'avoir une perspective historique qui irait à peu près même si tout n'est pas encore établi, de Pierre Bouteiller en 1955, et j'aimerais prendre aussi des chroniqueurs actuels. Voilà, que vous dire de plus. En fait, pour moi, les enjeux principaux de ma thèse ils sont au nombre de 3. J'aimerais essayer de concevoir la voix de radio comme un objet communicationnel, c'est-à-dire que l'on pourrait penser comme un format et un contenu à part entière qui est diffusable sur les ondes et qui va se décliner selon des déterminations socio-techniques. J'aimerais aussi comprendre finalement comment mute la profession des journalistes au travers de leur mutation vocale. Et ce que j'aimerais faire en fait de manière un petit peu métathéorique, mais c'est de poursuivre l'entreprise de Pierre Schaeffer qui souhaitait en fait établir une stylistique de voix comme les graphologues pourraient analyser des écritures, et c'est un petit peu ma démarche. Voilà, j'aimerais juste conclure sur le fait que c'est vrai que le nom de grande voix est, comme je le disais au tout début, et j'en ai parfaitement conscience, une métaphore, une métonymie, mais qui me permet pour moi d'adopter une démarche qui est heuristique et qui me permet voilà, de faire de la recherche avec cette manière un petit peu originale et de comprendre en fait comment ces voix et ces grandes voix continuent de nous émouvoir alors même qu'elles se sont tues. Voilà. Merci Laura Frémy, doctorante au CELSA. Alors Laura Frémy, est-ce qu'on peut dire qu'une école de journalisme, c'est une fabrique à grande voix de la radio ? Ah, ça, c'est une bonne question. J'avoue l'ignorer. Pour l'instant, oui, je pense, parce qu'il y a forcément des codes qui sont appris, des types, surtout pour la voix, je dirais, standardisée de France Info, ça c'est évident, et j'imagine que toi, tu as peut-être eu des cours de... Non. Mais oui, après, quant à être une grande voix, ça dépend tellement de déterminations qui sont autres, c'est-à-dire d'appréciations qui viennent de l'auditorat, d'appréciations qui viennent du champ professionnel de la radio, parce que, par exemple, je vais citer un exemple, mais il n'y a pas longtemps, je suis allée à Radio France et j'étais sur l'émission de La Thèse au carré, il y avait Mathieu Vidard qui parlait. Et il y avait un de mes amis qui était là et qui avait prévenu de mon arrivée en studio à Mathieu Vidard. Et en fait, le fait que quelqu'un puisse essayer de le voir comme une grande voix, ça l'avait extrêmement stressé, en fait. Donc, en fait, il y a une appétence du côté du champ professionnel où les journalistes veulent être perçus comme tels, ça c'est certain, en effet. Alors peut-être que la grande voix, finalement, est-ce que c'est pas celle qui sort du lot ? Est-ce que c'est pas celle qui ne s'aligne pas justement sur les canons de beauté, si on peut dire, de la voix du journaliste ? Oui, c'est ce que je disais un petit peu quand je disais au début que pour moi la grande voix c'était une voix qui sort un petit peu des sentiers battus médiatiques, c'est comme ça que je l'avais expliqué. Oui, c'est sûr. D'ailleurs, on remarque que la plupart des grandes voix qui ont été citées comme telles sont des journalistes qui ont eu des émissions très littéraires, donc Bouteiller, Chancel, José Arthur aussi, ou alors très, très politiques, ancrées dans l'actualité.
Eh bien, merci Laura Frémy. Je me tourne vers Kodjo Atasekou-Lété. Alors vous avez travaillé sur les radios communautaires du Togo. Peut-être tout d'abord que vous voulez réagir à ce qu'a dit Laura Frémy. Oui, mais je voudrais juste l'inviter à fermer les yeux la nuit en tournant le bouton de son poste récepteur. Et en fonction des stations, une fois qu'on tombe sur une station, quelle que soit l'heure, a priori, le rythme de la voix vous oriente tout de suite sur le type de station sur lequel vous tombez. Donc c'est assez intéressant et je crois que j'ai bien hâte de te lire. Je vous remercie. Je t'en prie. Alors une question quand même, c'est à votre avis, Kodjo Atasekou-Lété, c'est Oui. quoi une grande voix sur une radio communautaire au Togo ou au Togo? C'est quoi une grande voix au Togo? Je dirais même que tu me prêtes la perche parce que quand je finissais ma formation de journaliste, parce que c'est ce que j'avais appris, on nous a appris une manière de présenter le journal, de prendre la parole, de présenter l'actualité. Et il y a une sorte de formalisation un peu de style de la prise de parole. Et c'est avec cette tête bien pleine que j'ai commencé le journalisme à Lomé. Et puis en 2008, je me suis retrouvé à la tête d'une radio communautaire. Alors là, c'est tout à fait différent. Là, la voix elle n'est plus importante, les formats ne sont plus importants, que l'émission commence à 8h et qu'il faut finir 15 minutes plus tard, ces détails-là ne sont plus importants à la radio communautaire. À la radio communautaire, on sait quand on ouvre l'antenne, on a une grille de programme, mais le contenu et comment la journée finit, c'est plutôt l'auditeur qui le détermine. Et ça a été un élément très déterminant dans mon parcours et je permets d'emboîter en même temps sur mon objet de recherche parce que je me suis tout de suite questionné sur cet univers radiophonique qui était si différent de la radio classique, de la radio formatée, de la radio entre griffes universelle qu'on apprenait dans les écoles de journalisme. Et ça a alimenté un peu mon objet de recherche d'ailleurs et je l'ai conduit à la fois à travers ma licence, mon master et puis là, je continue un peu là-dessus. Alors, si tu permets, je vais peut-être... Je permets, oui. Très bien. Alors, donc, mon sujet va porter justement sur les enjeux d'appropriation d'un espace public médiatique par des communautés imaginées. Alors, pour faire vraiment plus simple pour nos auditeurs, je veux m'intéresser simplement au public de la radio communautaire africaine et beaucoup plus particulièrement de la radio communautaire située dans l'espace subsahárien de l'Afrique de l'Ouest. Je m'intéresse à ce public. Pourquoi? Parce qu'en réalité, quand on analyse un peu à travers la littérature, déjà qu'il n'y en a pas beaucoup de littérature qui s'intéresse à la radio communautaire, premièrement, à la radio communautaire africaine. Et quand on descend dans cet univers, on se rend très vite compte qu'il y a une sorte d'invisibilisation du public de la radio. On a une sorte de consensus qui s'est dégagé au fil de la littérature scientifique. D'ailleurs, un consensus qu'on relève aussi quand même entretenu par les gouvernements africains et puis par les organisations internationales qui ont contribué à l'installation de la radio. On a une sorte de consensus qui s'est créé pour qu'on ait en Afrique, contrairement à ce qu'on peut imaginer dans l'espace occidental, une radio pas tout à fait associative et communautaire, mais en réalité des radios de développement. Alors, d'où vient le contraste, en fait? Le contraste vient du fait que la radio associative ou communautaire ou libre, comme on peut l'avoir ici en France, tout cela tiré de l'origine de la radio Stanteza en Colombie, participe d'une radio qui se veut expressiviste, qui donne la possibilité au public de prendre la parole, au public de contrôler son objet médiatique, d'en faire un objet de débat. Et on est dans un espace public, je dirais, je prête le concept à Nancy Fraser, de subalterne, où tous les sujets sont débattus et où le public, ou cette communauté dont la radio elle est émanatrice, en fait un objet de matérialité. C'est leur espace à eux. En Afrique, quand cette radio va être incorporée dans les années 90 à la faveur du discours de la boule, je ne vous apprends rien de nouveau, avec l'ouverture, la démonopolisation de l'espace médiatique africain, on va se retrouver avec cette forme de radio où tout de suite les gens vont voir dans cette forme de radio plutôt un outil de développement. Et quand on traverse la littérature, évidemment, des radios qui portent sur les radios communautaires africaines, vous verrez que ces radios-là sont plus ou moins institutionnalisées en outils de développement. Et ce consensus s'est très vite créé. On va voir l'OIF, la FAO, l'UNESCO, toutes les organisations internationales au Hirondelle qui vont se lancer comme dans une sorte de course effrénée à une radiophonisation de l'Afrique, je mets ça entre guillemets.
Et d'ailleurs, Tudesque le dit très bien, on a une sorte d'africanisation de la radio. D'accord, la radio s'est incorporée dans le système communicationnel africain. C'est un style de radio, la radio va promouvoir l'oralité, ça marche très bien. Sauf qu'on a semblé oublier un des éléments importants, moi je pense, du système d'ailleurs du système classique de communication. Si vous avez un émetteur, il faut bien un récepteur. Et ce public, malheureusement, il est passé par perte et profit. On l'a pratiquement oublié. Et cette invisibilisation du public, quand moi j'ai essayé de le documenter, ce n'était pas parfois par le fait d'une méconnaissance de son existence, mais c'est plutôt parce que ce public d'ailleurs est difficilement saisissable déjà, premièrement. Du point de vue méthodologique, c'est très compliqué. En plus, c'est un public dans une recherche eurocentrée qui parle énormément de langues locales. Vous avez par exemple, je prends un titre d'exemple, la radio communautaire Azur, où vous avez déjà près de 20 radios, 20 langues locales qui se parlent sur la radio. Donc vous comprenez que c'est déjà assez difficile. Et donc cette invisibilisation-là du public, moi, m'amène à questionner finalement, avec beaucoup de réserves, je ne suis pas contre, mais à questionner quand même finalement ce rôle développementaliste qu'on veut donner à toutes ces radios-là qu'on a installées sur le continent. Jusqu'à quel point ces radios-là, effectivement, encouragent, promeuvent le développement de ces communautés, si tant est qu'on ne leur a pas donné la parole à ces communautés-là, de les interroger, de leur donner l'occasion de s'exprimer. Alors, à ce niveau, évidemment, je fais un gros break. Je ne conteste pas cette perspective développementaliste, mais je trouve qu'il y a lieu d'aller leur donner plus de place, de pouvoir prendre la parole. Et donc, c'est dans ce mécanisme, d'ailleurs, que je me positionne dans une perspective des études de la réception, où je veux donner la place maintenant à ce public, essayer de les retrouver, de voir jusqu'à quel point ce public se bat entre griffes, parce qu'on se retrouve dans une radio communautaire qui va s'inscrire dans une logique productiviste, c'est-à-dire qu'on va avoir des radios communautaires qui vont essayer de reprendre ou de reproduire des formes de communication qui existent déjà au niveau des radios privées ou des radios étatiques. Alors donc dans cet engrenage, j'essaie de voir quelles sont les formes d'appropriation, quelles sont ces luttes, ces logiques de tension qui traversent cet espace communautaire africain, et comment est-ce que ce public se bat au quotidien pour reprendre sa place dans un outil qui est censé être le leur. Donc, je fais un gros... c'est une grosse caricature que je fais, mais elle me permet d'expliquer d'une manière assez basique ce sur quoi je travaille. Merci Kodjo Atasekulete. Vous êtes doctorant en communication publique à l'Université de Laval au Québec. Alors, une question, enfin plusieurs questions d'ailleurs... puisque vous parliez de communauté médiatique inventive, est-ce qu'on peut caresser l'espoir qu'un jour il y ait une communauté médiatique inventive, mais francophone, c'est-à-dire peut-être à l'échelle de l'Afrique, mais aussi au-delà, c'est-à-dire peut-être qu'une génération, je pense aux étudiants qui sont là, une génération plus jeune, est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait cette communauté francophone internationale ? Je vais peut-être redévier légèrement cette question pour l'orienter pour en servir pour éclairer un élément important. Et cette communauté dont nous parlons, les communautés rurales africaines, les communautés des radios communautaires africaines sont majoritairement rurales. Évidemment, parce que ce sont des espaces qui ont été plus ou moins abandonnés par les radios privées, qui ont une vision beaucoup plus mercantile. Évidemment, entendant derrière ce type de public des consommateurs, donc ce ne sont pas des publics assez importants, entre griffes, pour les radios commerciales au point de déployer leur artillerie là-dessus. Donc, ce sont plutôt des communautés qui vont être des communautés rurales, majoritairement analphabètes, il faut le reconnaître aussi. Et c'est des communautés plurilingues également, qui ne vont pas parler une seule langue, mais qui vont avoir des communautés où on va avoir une sorte de consensus de vie sociale, où plusieurs communautés se sont entendues pour vivre ensemble. Et donc, dans ce type de communauté, il ne s'agit pas de tirer la tendance vers une uniformisation d'une communauté linguistique, comme on peut l'imaginer francophone, mais on est plutôt dans une tendance d'une communauté plurilingue. D'ailleurs, bien au contraire, la radio communautaire est encouragée à parler la langue de toutes ces communautés qui sont représentées sur le territoire. Donc, c'est plutôt le mouvement contraire qui se déroule. On peut parler d'émiettement, mais on est quand même dans une sorte de consensus où le directeur de programme de la radio communautaire essaie de faire dialoguer toutes ces communautés pour que le consensus social qui existe avant la mise en place de la radio puisse préexister. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'on peut alors imaginer une communauté radiophonique liée aux diasporas ?
Alors ça, c'est la toute nouvelle forme qui commence par réapparaître avec la numérisation des contenus. On a parlé tout à l'heure du flux et du stock. On n'est pas encore arrivé à une thématique où, en tout cas du point de vue du Togo, et ça peut être élargi facilement au Bénin ou puis au Burkina, où on a des formes de radio communautaire qui diffusent en streaming ou en direct à travers les possibilités qu'offre Internet. Mais on a quand même, il en arrive, j'ai pu relever certains cas où nous avons des producteurs qui vont rediffuser des émissions à travers soit des applications, nous en avons parlé un petit peu hier avec l'application WhatsApp, ou parfois même à travers des réseaux sociaux directement à une forme de communauté qui est souvent diasporique, liée à sa communauté d'origine, soit par le fait qu'il venait de cette région aujourd'hui, cette communauté est un peu éparpillée dans le monde et qui va se retrouver dans ce contenu qui lui parle dans sa langue et qui lui rappelle donc un certain nombre de liens culturels ou parfois culturels aussi. Alors je pose une question à mes deux invités, peut-être vous allez pouvoir me dire si je fais fausse route, mais cette idée de, de déléguer peut-être la prise de parole des populations oubliées par la radio, de dire aux radios, faites ce travail-là, est-ce que ça peut pas évoquer, dans certains cas, peut-être qu'il y a des gens qui vont hurler aussi dans le public, est-ce que ça peut pas faire penser aussi à un engouement soudain qu'on trouve ici en France pour l'éducation aux médias, de dire tiens, on va aller envoyer des gens faire des ateliers radio ici et là, dans des endroits où il se passe pas... où il y a des choses compliquées, en utilisant le prétexte de la radio comme lieu de prise de parole. Mais oui, écoutez, de toutes les façons, la radio, dans le cas typique des radios communautaires, certes, c'est un outil technologique qui vient remplacer un peu l'ancien arbre à palabre qu'on peut retrouver dans les communautés rurales. Mais la radio s'insère déjà dans le système communicationnel en base des communautés, au point où finalement les communautés en font même pratiquement un outil d'identité, un outil propre. Ça leur appartient finalement. Et donc, dans cette typologie, oui, la sensibilisation ou l'intéressement de cette communauté à cette radio, elle peut être encore poussée, d'accord, mais je crois pour ma part qu'il y a déjà une assez bonne représentativité de cette communauté-là et on a pu le voir à travers les présentations, que ce soit de mes prédécesseurs, où on a ces communautés-là qui s'approprient l'outil médiatique, qui peut se symboliser à travers ce récepteur qu'on a avec soi, qu'on traîne avec soi et qui nous accompagne presque partout dans toutes les activités de la vie quotidienne. Il y a déjà quelque chose qui existe. Oui, on peut encore aller plus loin à travers cette forme d'éducation à cette reconnaissance dans cet outil médiatique, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose, un bon soubassement qui existe déjà. Laura Frémy, est-ce que vous voulez dire quelque chose ? Oui, moi ça me fait penser au fait qu'effectivement la radio, moi j'ai un prisme assez français, mais qu'elle mériterait d'être un petit peu inclusive. Je le disais, parce que moi ce que je me suis rendu compte en faisant un léger corpus de toutes les acceptions que je trouvais du nom grande voix, c'est que effectivement, je dirais, j'ai pas fait de statistiques, mais à 80% c'est une voix qui est plutôt masculine, qui est plutôt grave, qui est française et dont le dialecte est plutôt d'ailleurs parisien, c'est-à-dire et peut-être même parisien. C'est plutôt Paris-Sorbonne que parisien. Je connais pas bien, pardon, les dialectes de Paris, mais en tout cas, c'est sûr que voilà, il y a forcément des voix qui n'ont pas ou peu compté dans le petit, comme je le disais, le petit panthéon que s'est constitué la radio. La voix de femme, elle a un peu compté, mais elle est un petit peu pâle par rapport aux voix masculines. Et comme je le disais, les voix des minorités ethniques sont pour le coup quasi inexistantes dans mon corpus. Et elle mériterait d'être plus reconnue, plus incluse. Et est-ce que ça passe par une éducation aux médias ? Certainement. Eh bien, merci à nos deux doctorants. Je pense qu'on va pouvoir laisser Monsieur Poulain s'armer d'un micro pour aller voir les personnes ici. Je sens qu'il y a plein de questions dans la salle. Question, je ne sais pas. Ça marche ? Ça va arriver. Micro 1. Allô ? 1, 2, 3. Oui, c'est pas forcément des questions, des remarques.
j'ai trouvé un lien entre les deux interventions à travers un couple. C'est Peter Lewis et Anne Carf. Je ne sais pas si vous les connaissez. Anne Carf, oui, l'autre, non. Alors, ils sont compagnons dans la vie. D'accord. Et Peter Lewis, grand spécialiste de la radio, a parlé du média invisible pour parler des community radio. Et donc, c'est comme ça que vous avez commencé. Et je pense que effectivement, dans son ouvrage qui est ancien maintenant, il y a des correspondances avec ce que vous avez dit. Et donc, sa compagne, Anne Carf, a fait ce magnifique ouvrage, Autrement, que vous connaissez, donc, sur les voix. Et il y a des correspondances avec la radio, d'ailleurs. C'est pas que la voix radiophonique, hein, son sujet, mais elle évoque. Donc voilà, je trouvais amusant la petite coïncidence. Nouvelle génération. Merci. Une simple curiosité, mademoiselle Laura. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler sur ce sujet-là? Je trouve ça intéressant. Alors moi, il faut savoir que j'ai un parcours de lettres en fait à la base, et enfin je sais pas si c'est prégnant parce que je m'intéresse quand même à la stylistique. En fait, j'ai eu un parcours de lettres et je me suis pas mal ennuyée en lettres, j'avoue. Et j'ai fait une pause dans mes études et j'ai travaillé en musique classique. Et c'est un peu par le prisme de la musique classique que je me suis intéressée à la radio. Et donc, je suis repartie au CELSA et je me suis intéressée à la voix radiophonique parce que dans mon mémoire de recherche, j'ai interrogé les liens entre poésie et radio. J'ai essayé de voir comment, enfin voilà, les deux pouvaient interagir. Et je me suis rendu compte que la voix radiophonique était une des composantes assez majeures de la poétique de la radio. Et c'est un peu comme ça que je me suis intéressée à ce sujet. Et par ailleurs, je suis un peu musicienne aussi, donc je pense que j'ai une certaine appétence entre la musique, les lettres, la voix et la radio. Pareil, une remarque sur les voix de radio. C'est quelque chose qu'on remarque souvent quand on rencontre les personnes qui font de la radio et en dehors du micro. C'est la différence qu'il peut y avoir entre le moment où ils sont hors antenne et le moment où ils passent à l'antenne. Et des fois, l'écoute qu'on en a, c'est comme on les imagine quand ils sont à la radio, c'est qu'en fait, c'est des personnes totalement différentes. Leur voix de radio est totalement différente. Je connais des personnes qui... Voilà, les personnes ont fumé, ont bu, et elles ont une voix un peu rauque, un peu rocailleuse quand elles parlent. Et par contre, quand elles prennent une voix d'antenne, c'est la voix de FIP. C'est une voix très douce qui accompagne une après-midi, qui accompagne une soirée, qui guide une écoute. Alors que quand elles parlent à côté, ça fait, c'est plus une voix qu'on entendrait dans la gare ou quelque chose comme ça, et pas au haut-parleur. Merci toutes les deux. J'ai une petite remarque et une question à tasser. Vous parlez, je ne sais pas qui d'entre vous parlait tout à l'heure des parités dans les radios. En fait, pas forcément les bons termes que vous avez utilisés, mais vous disiez quand même que en fait, il n'y a pas assez de femmes qui sont représentées dans les radios associatives. Alors, en fait, pour le cas du Niger, parce que moi j'ai rencontré en fait la personne qui a créé les premières radios communautaires du Niger, qui est Gilali Benamran. C'était la condition même pour qu'il y ait une radio communautaire dans une zone, la parité. Ça, c'était la condition. Alors, pour les cas spécifiques du Niger. Mais sur le terrain aujourd'hui, malheureusement, effectivement, le constat est clair. On trouve des radios où il n'y a pas assez de femmes, mais dans les textes, vraiment, c'est la parité qui fonctionne. Et pour la question à Tassé, tu disais que, en fait, ton projet de thèse consiste à valoriser en gros la voix des populations en fait rurales
qui, en fait, la radio est à leur nom, mais ces gens sont presque, entre guillemets, inaudibles ou ils n'ont pas accès forcément à leur radio, si j'ai bien compris. Alors, comment, en fait, toi, tu peux imaginer une communauté qui est économiquement fragilisée puisse avoir la parole, parce que c'est là la question. Les radios communautaires, par exemple, au Niger, n'ont pas droit à l'aide de la presse, le fonds d'aide à la presse qui est attribué par les CSC au Niger, le Conseil supérieur de la communication, parce que aucune de ces radios ne peuvent répondre aux critères en termes de ressources humaines. Alors donc, comment en fait, dans ton projet, tu intègres ces questions-là? Merci. Ben, ok, d'accord. Par rapport, effectivement, c'est la même situation au Togo également, parce que les critères pour obtenir l'aide de l'État à la presse ne sont pas des critères favorables aux radios communautaires. Et d'ailleurs, il y a un chemin qui est en cours afin de mettre en place un fonds de soutien ou d'aide à ces formes de médias, mais ce n'est pas encore demain, l'avant-veille, où le fonds là, va voir le jour. Et donc, ces radios-là vont fonctionner pour la plupart sur le mécanisme de la subvention, de la structure ou des organismes qui ont présidé à son existence. Évidemment, depuis que, par exemple, l'Organisation internationale de la francophonie va se retirer du financement des radios communautaires, particulièrement dans le cas du Togo, on va constater que ces radios-là, reprises bon gré, mal gré par l'État, vont péricliter et vont avoir beaucoup de difficultés à toujours faire valoir sa place de radio de la communauté, entre guillemets, toujours communauté rurale. Mais il y a un élément important sur lequel je voulais insister. L'invisibilisation de ce public-là ne suppose pas de facto qu'il n'existe pas ou qu'il n'est pas incorporé dans le fonctionnement de sa radio. Mais c'est juste qu'on ne le voit pas assez, ni dans la littérature scientifique, en tout cas pas beaucoup, et encore moins quand il s'agit de les intégrer dans des programmes quand il s'agit d'intégrer ces radios-là dans des programmes de développement. Je peux vous donner juste un petit exemple pour finir. Quand on voit un organisme dont je ne citerai pas le nom, les stratégies et les programmes de développement mis en place sont déjà préparés depuis les bureaux. Les programmes sont déjà préfabriqués, envoyés à ces radios, et ces radios-là n'ont en fait pour rôle que de servir de simple transmission de simples gongonneurs entre griffes de messages. Et donc, dans cette forme de vision, le maître mot qui est la participation, qui est au cœur même de toutes les radios, qui se veut le radio libre, radio communautaire ou associative, semble disparaître, en tout cas énormément affaibli. C'est ça, justement. Et face à ça, justement, nous avons un public qui n'est pas non plus, qui n'est pas inactif, qui réagit, qui a des formes j'ai envie de récupérer le mot de braconnage, qui a des pratiques inventives pour reprendre sa place. Et quelles sont ces formes, quelles sont ces pratiques, quelles sont ces stratégies que met en place ce public? Voilà un peu, entre autres, des éléments qui m'intéressent dans le cadre de ma recherche. Je voulais demander à Mme Frémy, à quelle université vous êtes reliée? Celles à Paris-Sorbonne. Paris-Sorbonne, très bien. Ce sur quoi vous travaillez m'intéresse beaucoup. J'en suis ravie. Je vais donner peut-être une sorte d'antithèse. Je vais référer à la carrière de deux personnes qui n'est pas nécessaire de nommer ici, mais même que peut-être je ne nommerai pas comme telle si je voulais relater cette expérience. Un collègue et ami a fait quand même une carrière importante de 32 ans à Radio-Canada avec une voix terrible. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de s'affirmer, de se développer, d'être reconnu comme étant, si j'ose dire, un talent radiophonique, si on n'a pas à la base un atout qui serait celle d'une belle voix, sinon d'une grande voix. Et ce collègue, par ailleurs, a eu, je ne dirais pas a eu un grand succès, mais a eu une carrière constante et en progression constante jusqu'à sa retraite, grâce à sa rigueur journalistique. C'était, selon moi, un des meilleurs intervieweurs de la radio comme journaliste, surtout dans un format court. En 5 minutes, il pouvait sortir beaucoup d'informations d'un invité.
alors que d'autres n'y arrivent pas en 10 ou 15 minutes. Bon. Autre exemple, c'est une femme qui était chroniqueuse culturelle, et que j'ai eu beaucoup de mal à écouter au début de ses interventions radiophoniques il y a une trentaine d'années, et qui, à mon goût à moi, ou à disons, mon degré d'acceptabilité ou de satisfaction, je devrais dire, et de beaucoup d'autres, est devenue un petit peu une reine de la chronique du show business, parce qu'elle était extrêmement dynamique, très plurielle. Elle pouvait couvrir un très grand nombre d'événements déjà en une soirée, mais aussi sur une assez longue étendue de variété d'expressions culturelles. Et donc, c'est devenu une référence, en quelque sorte. Mais ce sur quoi vous travaillez, vous allez, si ce n'est pas déjà un soupçon que vous allez découvrir qu'une voix qui a un timbre naturel, chaleureux ou avenant, ou qui obtient l'adhésion rapide d'un assez grand nombre de personnes, forcément, si elle fait une carrière de moyenne durée, on va dire que c'était une grande voix de la radio. La radio repose sur la voix, dans la mesure où les éléments du langage radiophonique, tel qu'énoncé par Armand Balsèbre, c'est que Jean-Jacques connaît bien, c'était les éléments du langage, c'est la voix, le silence, la musique et les bruits. Vous ne pouvez pas faire une radio sans voix. À la limite, vous ne pourriez pas faire une radio sans silence, mais une radio uniquement avec des voix est possible. Une radio uniquement avec du silence serait vouée à l'échec. Certes. Et j'aimerais rebondir sur ce que vous dites, parce que c'est marrant que vous disiez ça, parce que je me suis interrogée aussi à justement ce que vous nommez à juste titre une antithèse de grande voix. Et il s'avère que moi j'ai repéré deux figures que j'aimerais bien inclure dans ma thèse, que sont Michel Simon, je ne sais pas si vous connaissez, et Averti. Michel Simon qui avait une voix extrêmement chevrotante et qui est aussi devenu au fil du temps un emblème de... Je crois qu'il intervenait sur Europe 1, enfin, il faisait la météo en tout cas. Et effectivement, et pour le cas d'Averti, il avait une déclamation, enfin une éloquence très hachée, très difficile et très rude. Et c'est aussi devenu une référence de la radio. Je ne sais pas s'ils ont été étiquetés, encore une fois, c'est qu'une étiquette, hein, mais étiquetés comme grande voix de radio. Mais en tout cas, sachez que je réfléchis pas mal à inclure des antithèses ou des antifigures. Je ne sais pas comment on pourrait les nommer, mais c'est une bonne piste. Merci. Il y a un monsieur là. Il y a un monsieur là aussi. J'ai un peu l'esprit d'escalier, alors excusez-moi. C'est juste une notation en plus à propos de radio et développement. J'ai pensé aux travaux de Manuel Chaparro, qui est un collègue andalou avec qui on a beaucoup travaillé dans le cadre du réseau IREN, et qui s'est intéressé beaucoup à la radio en Amérique latine, et qui est devenu critique, un peu comme vous, semble-t-il l'être, sur la notion de développement. Notamment, il pense que développement durable est un oxymore, et il développe des réflexions intéressantes sur l'usage de la radio pour justement le développement durable. Donc je pourrais vous donner les références si ça vous intéresse. Avec plaisir. Dernière petite question sur la voix. Alors, ce qui m'interpelle, moi, c'est toutes les représentations sociales qu'il peut y avoir derrière. Donc là, on parle beaucoup de voix masculine, mais moi, je me demande aussi pourquoi on a étiqueté grande voix masculine, et j'aurais aussi envie de vous renvoyer vers tous les travaux sur le genre dans le domaine médiatique, hein, puisque vous avez quand même un certain nombre de femmes journalistes aujourd'hui qui sont à des postes de subalternes, et il me semble qu'il faut aussi analyser cette question au prisme des questions de genre. Oui, après, en fait, c'est souvent les gens professionnels de la radio qui vont étiqueter grande voix, telle ou telle voix. Mais pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, j'ai fait un cas d'étude sur Radio FIP, Chris Graffiti, et j'ai écrit un article dessus, enfin, sur le genre féminin et la voix de radio. Donc en fait, je m'intéresse aussi au genre et de savoir pourquoi en fait les femmes ont été un petit peu éludées de ce spectre-là.
Mais en tout cas, oui, ça fait partie aussi de ma thèse. Je ne les oublie pas. Mais c'était la même question, enfin la même remarque que je voulais un peu évoquer, c'est-à-dire le clivage entre les genres et les voix et le genre et les genres radiophoniques. C'est-à-dire dans quelle mesure on ne confine pas les personnes qui appartiennent à un genre à certains genres d'émissions plutôt qu'à d'autres. Et notamment par rapport au monde de l'information, par rapport au monde du magazine ou de l'animation, ce sont des choses qui sont quand même assez manifestes. Et comme il semble une évidence qu'il y a une sorte de crédibilité supplémentaire qui s'impose à la voix masculine et que dans le monde de l'information, les journalistes féminines qui sont arrivées à se révéler en radio sont celles qui ont en fait les voix les plus masculines, c'est-à-dire qui ont plutôt des voix graves ou voilà, qui n'ont pas une tessiture qui est différente de celle de la moyenne des femmes, quoi. Et donc, c'est sans doute aussi des éléments qui peuvent amener à ce qu'on ait des représentations de grandes voix et que lorsqu'on sort de ces représentations, on se pose des questions et que, par exemple, on imagine même de faire des journaux parlés à deux voix parce que si on met une femme, il faut mettre un homme à côté pour équilibrer la voix de la femme, ce qu'on n'imagine pas dans d'autres cas. Il y a eu des cas célèbres, notamment où des directeurs de chaînes de radio ont comme ça affirmé que toutes des études scientifiques justifiaient les choix qui avaient été faits et qu'on ne pouvait pas garder des femmes à certains postes en fonction d'analyses de réception, dont on ne connaît pas la nature, mais qui ont été avancées, quoi. Et pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, dans le cas de FIP que j'ai un petit peu analysé, c'est vrai que quand vous parlez du rapport entre genre et genre au pluriel, on se rend compte qu'effectivement, les premières FIPettes, qu'on a appelées speakerines aussi, étaient là pour annoncer des programmes et rien de plus, et qu'à partir du moment où en fait, on a voulu inclure un petit peu d'informations, d'actualité, d'économie et de politique, sont intervenus des hommes. En fait, je crois de mémoire que les FIPettes ne tenaient pas le bulletin d'information, d'économie et d'actualité, ça c'est sûr. Et après, j'ai oublié la deuxième partie de votre intervention, mais c'était la suite. Ouais. Merci. Alors, non, quand même, petite conclusion, je vois qu'il y a quand même de nombreux étudiants qui sont là-bas au fond. Et donc, j'aimerais bien savoir si parmi ces étudiants, il y en a certains qui voudraient faire de la radio. Et chers étudiants, pour vous, c'est quoi une grande voix de radio? Est-ce que vous avez des exemples à nous citer de voix qui vous semblent notables? Il y a un cadeau, hein, évidemment. Bien sûr. Je vois des mains qui se lèvent. Non? Ils sont trop timides. Bon, on Guy Foul. Je suis provocateur. Une dame, il faut des mains qui se lèvent quand même. Voilà. Il y a des mains qui se lèvent. Personne ne veut faire de radio, sniff. Ce qui est intéressant, c'est le concept de charisme, peut-être chez Weber. Et donc voilà, une personne charismatique, est-ce que la voix est charismatique? Et donc, est-ce qu'elle peut créer une communauté aussi? C'est pour ça que je voulais aussi faire le lien entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les étudiants, les jeunes, ils passent par les réseaux sociaux. Donc, ils connaissent peut-être des personnes ou des voix, mais est-ce qu'ils savent la marque, sur quelle radio on écoute la personne? Et donc, les gens sont suivis sur des comptes Twitter, Facebook, etc. Mais je ne sais pas si on sait encore sur quelle radio ils travaillent. Ça fait le buzz, mais voilà, c'est secondaire par rapport à la personne. Bon, j'ajoute quand même quelque chose, même si on ne me demande pas mon avis. Oui, vive les femmes à la radio et à bas la radio filmée, parce que je pense que pour que les voix féminines puissent aussi avoir plus de place à la radio, c'est très bien qu'on ne voit pas forcément d'images, parce qu'à votre avis, qui va avoir des injonctions à se tenir bien, à être jolie et bien peignée, à partir du moment où il y a de l'image, alors qu'en fait, une radio sans image, on s'en fiche. On peut bien se tenir comme on veut. Et là, mesdames, faites de la radio. Et continuez à ne pas vous peigner. Et
Et on avait fait une journée sur l'étude de genre avec Isabelle. On avait fait aussi un hommage à Chris aussi il y a quelques années. Donc on recommencera évidemment. Une dernière réaction ? Rapide, parce qu'on est très en retard. Juste un mot, j'enseigne la radio à Lyon et il y a un moment qui est magnifique que j'adore, c'est lorsque pour la première fois les élèves journalistes entendent leur voix. C'est un moment d'une émotion et particulier et surtout très douloureux parce qu'ils découvrent leur voix, elle est toujours moche, elle est toujours, c'est pas la leur. Et je pense qu'il n'y a pas de belles voix, mais que les belles voix sont toujours des voix originales, différentes. Belle conclusion. Belle conclusion. Eh bien, merci, bravo.